Et si je vous disais que l'excuse de l'eau trop froide, à cause de la neige fondue, c'est peut-être la plus grande arnaque de l'histoire de la pêche? On l'a tous entendu, on l'a tous probablement déjà utilisé nous-mêmes. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on lance après des heures sans la moindre touche: «Ah, c'est la fonte des neiges, l'eau est glacée, le poisson est calé». Aujourd'hui, on va briser ce mythe. On va aller au fond du problème. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un début de printemps de la même manière. Car la raison pour laquelle beaucoup de pêcheurs ne prennent rien dans ces conditions n'a souvent rien à voir avec la température, mais tout à voir avec une erreur fondamentale dans leur approche. Alors, avant de commencer, soyez honnête. Dites-moi en commentaire combien de fois vous avez blâmé la neige fondue pour un capot. Cette idée de l'eau trop froide est profondément ancrée dans notre culture de pêcheur. C'est une excuse confortable, transmise de père en fils, de ponton en ponton. Pourquoi? Parce qu'elle est simple et qu'elle déresponsabilise. Si le poisson ne mord pas, ce n'est pas ma faute, c'est celle de la nature. Le début du printemps, avec ses journées qui rallongent, est une période cruciale. L'instinct nous pousse à retourner au bord de l'eau, mais les résultats ne suivent pas toujours. Alors, cette croyance devient une sorte de prophétie autoréalisatrice. On part à la pêche en étant déjà convaincu que ce sera difficile. On utilise les mêmes techniques qu'en plein été, et quand ça ne marche pas, on se dit « j'avais raison, c'est trop froid ». On passe alors à côté de l'essentiel. Comprendre ce qui se passe réellement sous la surface et s'adapter. Commençons par le cœur du mythe, la température de l'eau. Oui, la neige qui fond est froide, c'est une évidence. Elle va refroidir la couche de surface de l'eau, c'est un fait physique. Mais là où l'erreur commence, c'est de croire que tout le lac ou toute la rivière passe subitement à 4 degrés Celsius de manière uniforme. C'est complètement faux. L'eau a des couches de température différentes, ce qu'on appelle la stratification thermique. L'eau froide de la fonte, plus dense, ne se mélange pas immédiatement. Elle va couler, suivre des courants et créer des zones avec des températures très différentes. Imaginez une rivière. L'eau de la fonte va longer une berge, tandis que l'autre berge, en plein soleil, sera peut-être plus chaude de plusieurs degrés. Un pêcheur qui lance au milieu, dans le courant froid, ne touchera rien et dira que l'eau est gelée. Mais il ignore peut-être qu'à 10 mètres de là, dans une petite anse abritée, les poissons profitent d'une zone de confort. Le problème n'est donc pas la température globale, mais notre incapacité à lire ces micro-variations. Maintenant, parlons du poisson lui-même. On dit que son métabolisme ralentit avec le froid. C'est vrai. Un poisson est un animal à sang froid. Sa température corporelle dépend de son environnement. Un brochet ou une perche dans une eau à 5 degrés ne sera pas aussi agressif que dans une eau à 18. Mais ralentir ne veut pas dire arrêter de manger. C'est une nuance capitale que beaucoup de pêcheurs oublient. Le poisson doit continuer à s'alimenter pour survivre, ne serait-ce que pour maintenir ses fonctions vitales. Il ne va pas entrer en hibernation complète. Au contraire, après un long hiver, ses réserves sont au plus bas, il a besoin de calories. La différence, c'est qu'il ne va pas gaspiller son énergie. Il ne va pas faire un sprint de 5 mètres pour chasser une proie qui passe à toute vitesse. Il va attendre l'opportunité parfaite, une proie facile, lente, qui passe juste devant son nez. Penser que les poissons jeûnent pendant toute la fonte des neiges, c'est leur prêter un comportement qui n'est pas viable biologiquement. Ils mangent, mais différemment. Le véritable impact de la fonte des neiges est souvent ailleurs. Oubliez la température une minute et pensez à 2 autres facteurs, la turbidité et l'oxygène. Quand la neige fond, elle entraîne avec elle des sédiments, de la terre, des débris organiques. L'eau se teinte, elle devient mâche. Cette turbidité change tout pour un prédateur visuel comme le brochet ou la perche. Leur vision est réduite, ils ne peuvent plus chasser de loin.
ils doivent se fier à leurs autres sens, notamment la ligne latérale qui détecte les vibrations. De plus, cette arrivée massive d'eau froide et chargée en sédiments peut modifier les niveaux d'oxygène dans certaines zones. L'eau de fonte est généralement bien oxygénée, ce qui peut attirer les poissons dans les courants qu'elle crée. Mais la décomposition des matières organiques qu'elle amène peut, à l'inverse, appauvrir localement l'oxygène. Comprendre cela est une clé. Au lieu de chercher une eau claire et propre, il faut parfois chercher les bordures entre l'eau teintée et l'eau plus claire, car c'est là que les poissons se postent pour chasser à l'affût. On arrive maintenant à l'erreur numéro 1, la plus commune, la plus fatale, celle que l'on voit tous les jours au bord de l'eau au mois de mars. C'est la vitesse de récupération. Imaginez la scène. Un pêcheur arrive, il monte son leurre fétiche de l'été, un gros spinnerbait qui brille. Il lance et il le ramène à fond les manivelles en faisant buzzer les palettes à la surface. Pour un poisson au métabolisme ralenti, dont on a parlé juste avant, cette présentation est un non-sens total. C'est comme si on vous demandait de courir un 100 mètres alors que vous sortez à peine d'une grippe. Le poisson voit passer cet éclair, mais il n'a ni l'envie ni l'énergie de le poursuivre. Le pêcheur, lui, après 20 lancers, conclut que les poissons n'ont pas faim. La réalité, c'est que sa présentation est complètement déconnectée de l'état physiologique du poisson. Il pêche en mode été dans des conditions d'hiver. C'est la recette parfaite pour un échec cuisant. La solution à cette erreur de vitesse est pourtant simple. Il faut tout ralentir. Et quand je dis ralentir, je veux dire ralentir à un point qui vous semblera presque ridicule. Il faut pêcher à la limite du décrochage de votre leurre. Si vous utilisez un leurre souple, il doit à peine frétiller. Si c'est un poisson nageur, il doit avancer au pas. Pensez économie d'énergie. Le poisson économise son énergie. Donc, votre leurre doit lui aussi sembler être une proie qui économise la sienne. Une proie faible, blessée, facile à capturer. Cela implique des pauses, de très très longues pauses. Vous lancez, vous laissez votre leurre couler au fond. Vous attendez 10, 20, parfois 30 secondes sans rien faire. Puis une petite tirée très lente et vous attendez de nouveau. C'est une pêche de patience, une pêche cérébrale. C'est à l'opposé de la pêche rapide et agressive. Beaucoup de pêcheurs n'ont pas la patience pour ça, ils s'ennuient. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent dire que l'eau est trop froide. Ce qui nous amène à la deuxième erreur technique majeure, le choix du leurre. Dans la continuité de la pêche estivale, beaucoup de pêcheurs sortent l'artillerie lourde. Des gros shads avec des palettes qui tapent fort, des crankbaits qui déplacent des tonnes d'eau. Ils pensent qu'il faut faire beaucoup de bruit pour réveiller des poissons apathiques. C'est souvent l'inverse qui se produit. Un poisson stressé par les changements de son environnement, température, turbidité, peut être effrayé par une approche trop agressive. Dans ces eaux froides, la finesse est reine. Il faut réduire la taille de ses leurres, passer d'un shad de 15 cm à un shad de 8 ou 10. Choisir des leurres qui ont une action de nage très subtile, même à très faible vitesse. Les finesses, ces leurres souples sans appendice vibratoire, sont parfaits pour ça. Un petit grub, un verre, un montage drop shot. Ce sont des techniques qui permettent de présenter un petit quelque chose de manière très lente et naturelle, directement sous le nez du poisson. C'est chirurgical et c'est ce qui fonctionne. Un autre aspect du choix du leurre est la vibration. On a dit que les poissons se fient plus à leur ligne latérale dans l'eau teintée. C'est vrai. Mais il y a vibration et vibration. Une énorme palette de spinnerbait qui martèle l'eau, c'est une vibration agressive, à haute fréquence. Ça peut fonctionner, mais ça peut aussi être contre-productif. Parfois, une vibration plus douce, plus discrète est bien plus efficace. Pensez à un shad avec une petite caudale qui produit une oscillation très serrée. C'est une signature vibratoire qui imite une petite proie en difficulté, pas un monstre en panique. La couleur a aussi son importance. Dans l'eau teintée,
Les couleurs vives et flashy comme le chartreux, l'orange ou le rose peuvent aider le poisson à localiser le leurre. Mais parfois, un coloris très naturel, voire sombre comme le noir ou le marron, crée un meilleur contraste avec le fond clair ou le ciel et se révèle plus prenant. Il n'y a pas de règle absolue, il faut tester. Mais partir avec l'idée grosse vibration et couleurs flashy est une simplification excessive. Parlons maintenant de l'erreur de localisation. C'est la troisième pièce du puzzle. Le pêcheur arrive à son poste de pêche estivale favori. Une belle plage, une pointe rocheuse en plein courant. Et il ne prend rien. Il en déduit que le poisson n'est pas actif. Mais le poisson n'est tout simplement pas là. En période de fonte des neiges, les poissons ne sont pas sur les mêmes postes qu'en juillet. Ils recherchent des zones de confort. Et le confort, dans ces conditions, ça veut dire deux choses. Une température légèrement plus élevée et un courant moins fort. Il faut donc oublier les zones exposées au vent et au courant principal. Il faut chercher les microspots. Une petite anse abritée, un retour de courant derrière une pile de pont, une zone peu profonde avec un fond sombre, sable vase, qui va capter le moindre rayon de soleil et se réchauffer plus vite. Même une différence d'1 ou 2 degrés peut suffire à concentrer tous les poissons du secteur. Il faut devenir un détective de la température. Pour trouver ces zones, il faut observer. Avant même de faire le premier lancer, il faut prendre 5 minutes pour regarder l'eau. Regarder où le courant est le plus faible. Repérer les zones où le soleil tape directement depuis plusieurs heures. Un petit affluent qui se jette dans la rivière principale peut déverser une eau légèrement plus chaude. Un tapis de végétation morte au fond peut créer une couche isolante. Les structures en dur, comme les rochers ou les quais en béton, absorbent la chaleur du soleil et la restituent à l'eau. C'est souvent à proximité immédiate de ces structures que les poissons se tiennent. Pêcher en plein milieu ne sert à rien. Il faut lancer précisément à quelques centimètres de l'obstacle. C'est une pêche de précision qui demande de la concentration. Le pêcheur qui lance au hasard en espérant un coup de chance a peu de chances de réussir dans ces conditions. Il faut avoir un plan, une stratégie basée sur la recherche de ces zones de confort. L'importance de la profondeur est aussi cruciale. On a tendance à penser eau froide égale poisson au fond. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Par une journée ensoleillée, même si l'air est froid, la couche d'eau de surface peut se réchauffer de quelques degrés. Cette fine pellicule d'eau plus chaude peut attirer toute la chaîne alimentaire. Le plancton remonte, suivi par le poisson fourrage, et juste en dessous, les carnassiers. On peut donc avoir la surprise de prendre un brochet dans moins d'1 mètre d'eau, alors que la température moyenne du lac est très basse. Il ne faut donc pas se focaliser uniquement sur la pêche profonde et lente. Il faut savoir s'adapter en cours de journée. Si le soleil perce, il peut être judicieux de tester des zones peu profondes avec un petit jerkbait ramené très lentement, avec de longues pauses. C'est cette flexibilité qui fait la différence entre celui qui subit les conditions et celui qui les exploite. Revenons un instant sur l'eau teintée. Beaucoup la voient comme un handicap. On n'y voit rien, le poisson non plus. C'est une vision pessimiste. L'eau teintée est en fait un avantage pour le pêcheur discret. Le poisson se sent plus en sécurité. Il est moins méfiant. Il va s'approcher plus près des berges. Vous pouvez donc pêcher plus près de vous avec plus de précision. De plus, comme sa vision est réduite, il a moins de temps pour analyser votre leurre. La décision d'attaquer ou non se fait plus rapidement, de manière plus réflexe. C'est pour ça que les couleurs contrastées et les vibrations sont importantes. Il faut guider le poisson vers le leurre. L'eau teintée n'est pas un mur, c'est un filtre. Un filtre qui vous oblige à être plus précis et plus incitatif, mais qui peut aussi jouer en votre faveur en réduisant la méfiance du poisson.
Voir l'eau teintée comme une alliée et non comme une ennemie est un changement de mentalité fondamental. Un autre mythe tenace concerne la pression atmosphérique. On entend souvent dire « avec cet anticyclone, l'eau est froide et la pression haute, ça ne peut pas mordre ». La pression a une influence, c'est certain, mais elle est souvent surestimée et mal comprise. Une haute pression stable n'est pas forcément mauvaise. C'est souvent synonyme de temps ensoleillé, ce qui, comme on l'a vu, peut réchauffer certaines zones et activer les poissons. Ce sont les changements brutaux de pression qui sont les plus impactants. Une chute rapide avant une dépression est souvent excellente, tandis qu'une hausse rapide après un front froid peut être plus difficile. Mais blâmer la pression, comme on blâme la température, c'est encore une fois se trouver une excuse facile. Un bon pêcheur s'adapte. Si la pression est haute et stable, il va chercher les poissons dans les zones ensoleillées et peu profondes. Si elle chute, il va pêcher plus agressivement car il sait que les poissons sont en phase d'alimentation active. La discrétion au bord de l'eau est un facteur souvent négligé, surtout dans ces conditions. Parce que l'eau est froide, les poissons sont souvent regroupés dans des espaces très restreints. Si vous trouvez la bonne zone, il y a de fortes chances qu'il y ait plusieurs poissons. Mais si vous arrivez en faisant du bruit, en tapant des pieds sur la berge, en faisant tomber votre boîte de leurre, vous pouvez anéantir toutes vos chances avant même le premier lancer. Les vibrations se transmettent très bien dans l'eau et sur le sol. Approchez-vous du poste à pas de loup. Faites des lancers discrets. Évitez de vous découper sur le ciel si vous pêchez du bord. Portez des vêtements de couleur neutre. Ce sont des détails. Mais dans une pêche où il faut aller chercher des poissons peu actifs, chaque détail compte. Un poisson alerté est un poisson qui ne mordra pas. C'est aussi simple que ça. L'excuse de l'eau froide ne tient pas si vous avez fait fuir tout le monde avant de commencer. Parlons du matériel. Est-ce que votre équipement est adapté à cette pêche de finesse? Utilisez une canne ultra puissante conçue pour lancer des leurres de 50 grammes pour propulser un petit shad de 5 grammes est une hérésie. Vous n'aurez aucune sensation, vos lancers manqueront de précision et vous ne sentirez pas les touches discrètes. Pour pêcher lentement et avec de petits leurres, il faut un ensemble léger et sensible, une canne light ou medium light, un moulinet équilibré et surtout une tresse fine. Une tresse fine offre moins de résistance au courant, permet de lancer plus loin des leurres légers et retransmet la moindre petite vibration. Terminez votre montage avec un bas de ligne en fluorocarbone pour la discrétion. Avoir le bon outil pour le bon travail est essentiel. Essayer de visser une petite vis avec un marteau-piqueur ne fonctionne pas. C'est la même chose à la pêche. Adapter son matériel est une condition sine qua non de la réussite. La psychologie du pêcheur joue un rôle énorme. C'est peut-être le facteur le plus important. Si vous partez de la maison en vous disant « ça ne va pas mordre, c'est la fonte des neiges », vous avez déjà perdu. Cette mentalité négative va influencer toutes vos décisions. Vous allez pêcher moins longtemps, vous serez moins concentré, vous changerez de leurre sans conviction, vous abandonnerez au premier accroc. Vous chercherez la confirmation de votre croyance initiale. À l'inverse, le pêcheur qui part en se disant « les conditions sont spécifiques, les poissons sont localisés, c'est un défi intéressant », aborde la session avec un état d'esprit complètement différent. Il sera patient, observateur, méthodique. Il va tester différentes approches, analyser chaque touche manquée et il finira par trouver la solution. La confiance en sa technique et en sa capacité d'adaptation est la clé. L'excuse de l'eau froide, c'est l'arme du pêcheur qui a déjà baissé les bras. Illustrons avec une situation concrète. Deux pêcheurs sont sur le même étang. Le premier, appelons-le Marc, arrive et commence à lancer un gros swimbait. Il peigne la pleine eau en ramenant assez vite. Au bout d'une heure, pas une touche. Il soupire et dit à son voisin « Pff, l'eau est gelée, ils sont cloués au fond, je rentre. » Le deuxième pêcheur, appelons-le Julien, observe.
Il a remarqué une petite baie envasée, exposée au soleil depuis le matin. Il monte un petit verre en plastique sur un montage weightless, sans plomb. Il s'approche doucement et lance dans seulement 50 cm d'eau. Il laisse le leurre couler très lentement. Il attend. 30 secondes, 1 minute. Puis il fait une minuscule tirée. Sa ligne se décale sur le côté. Ferrage. C'est un joli cendre. Julien n'est pas un magicien. Il a simplement analysé les conditions et a adapté sa technique, sa localisation et son état d'esprit. Marc a utilisé une excuse. Julien a utilisé son cerveau. La connaissance des espèces est aussi fondamentale. Tous les poissons ne réagissent pas de la même manière au froid. La perche, par exemple, peut rester très active dans des eaux très froides et se regroupe souvent en bancs compacts. Si vous en trouvez une, il y en a probablement 50. Le cendre est connu pour ses touches extrêmement subtiles en hiver. Parfois, juste un léger toc à peine perceptible. Le brochet, lui, va privilégier l'opportunisme en attaquant une grosse proie lente pour maximiser son apport calorique. Connaître ces comportements spécifiques vous aide à affiner votre stratégie. Vous n'allez pas chercher un cendre de la même manière qu'un brochet. Vous n'utiliserez pas le même type de leurre ou la même animation. Se renseigner sur la biologie des poissons que vous ciblez est un investissement de temps qui rapporte énormément, bien plus que l'achat du dernier leurre à la mode. C'est la différence entre un lanceur de leurre et un véritable pêcheur. Le vent est un autre élément à ne jamais sous-estimer. On a tendance à fuir le vent, à chercher des zones abritées. C'est une erreur. Le vent, surtout s'il est constant depuis plusieurs jours, va pousser la couche d'eau de surface, qui est souvent la plus chaude par temps ensoleillé. Cette eau va s'accumuler sur la berge exposée au vent. Cette berge devient alors une zone d'alimentation. Le vent y concentre le plancton, les petits poissons, et donc les carnassiers. Oui, c'est moins confortable de pêcher avec le vent dans la figure. Mais c'est souvent là que se trouve le poisson. Le pêcheur qui choisit le confort de la berge abritée du vent pêche peut-être dans une zone plus froide et moins riche en nourriture. Il faut apprendre à lire le vent et à l'utiliser comme un allié pour localiser les zones actives, plutôt que de le voir comme un simple désagrément. C'est un autre exemple où le raisonnement l'emporte sur l'instinct de confort. Enfin, il faut accepter de ne pas réussir à chaque fois. Même avec la meilleure technique du monde, il y aura des jours sans. La pêche reste la pêche. Mais la différence se situe dans l'analyse de l'échec. Le pêcheur qui s'enferme dans le mythe de l'eau froide ne tire aucune leçon de ses sorties bredouilles. Pour lui, la cause est externe, il n'y peut rien. Le pêcheur qui a compris que la technique est la clé va analyser sa sortie. Est-ce que j'ai pêché assez lentement? Ai-je testé les bonnes zones? Mon leurre était-il trop gros? Chaque sortie, même sans poisson, devient une source d'information. Il apprend, il affine, il progresse. Il construit une base de données d'expérience qui lui servira toute sa vie. Il remplace une excuse stérile par un processus d'apprentissage continu. Et c'est ça, la véritable essence de la pêche. Une quête sans fin de compréhension et d'adaptation. C'est bien plus gratifiant que de simplement blâmer la météo. Pour résumer, l'idée que la fonte des neiges rend l'eau trop froide et la pêche impossible est une simplification abusive. C'est une excuse qui nous empêche de voir la réalité. La réalité, c'est que les poissons continuent de s'alimenter, mais leur comportement change radicalement. Ils deviennent plus lents, plus localisés et plus économes en énergie. L'échec ne vient pas de la température, mais de notre incapacité à nous adapter à ce changement. Les erreurs fatales sont presque toujours les mêmes. Pêcher trop vite, utiliser des leurres trop gros ou trop agressifs, et chercher le poisson au mauvais endroit, sur nos postes d'été. En adoptant une approche de finesse, en ralentissant tout, en cherchant les zones de confort thermique et en faisant preuve de patience et d'observation, on transforme ces conditions prétendument difficiles en une opportunité fantastique.
Une opportunité de trouver des poissons regroupés et de réaliser des pêches mémorables, pendant que les autres sont rentrés à la maison en accusant le thermomètre. Voilà le fin mot de l'histoire. Le grand retournement de situation, c'est que la fonte des neiges n'est pas votre ennemi. C'est en fait un formidable indicateur. Elle vous dit exactement où et comment pêcher. Elle vous crie « Ralentis, pêche plus petit, sois plus précis ». Le véritable problème, ce n'était pas la neige fondue. C'était notre obstination à vouloir pêcher de la même manière toute l'année. En comprenant cela, vous ne subissez plus les conditions, vous les utilisez à votre avantage. C'est une révélation qui peut changer complètement votre début de saison et faire de vous un pêcheur bien plus complet. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux ou si elle vous a donné envie d'essayer une nouvelle approche, le meilleur moyen de me soutenir est de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout de partager votre opinion. Maintenant, j'ai une question pour vous. La prochaine fois que la neige fondra, resterez-vous à la maison en pensant que ça ne sert à rien ou irez-vous au bord de l'eau avec un plan d'attaque précis? Dites-moi tout dans les commentaires.